À la fête de départ à la retraite de mon père, il a pensé qu'il serait drôle de me présenter ainsi, voici ma fille, pas de diplôme, pas d'avenir, elle vit juste au crochet de la famille. Tout le monde a ri. Je n'ai pas bronché. J'ai juste souri, levé mon verre et dit, santé, c'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. Puis je suis sorti. Le silence est devenu total dans la pièce. Je m'appelle Heather, j'ai 32 ans. Il y a 3 semaines, lors de la fête de départ à la retraite de mon père, il a fait quelque chose qui m'a décidé à m'effacer définitivement de cette famille. Imaginez la scène, une salle de bal étincelante dans un country club, 200 invités en costume de créateur et robe de cocktail, le champagne coulant à flot. Mon père se tenait sur scène, microphone en main, présentant les membres de sa famille un par un. Quand il est arrivé à moi, il a souri de ce sourire que j'avais vu 1000 fois, celui qui semblait chaleureux aux autres mais coupé comme du verre. Et voici ma fille, Heather, a-t-il dit. Pas de diplôme, pas d'avenir, elle vit juste au crochet de la famille. 200 personnes ont ri. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri, levé ma coupe de champagne, et dit, à votre santé. C'est la dernière fois que l'un de vous me verra. Puis je suis sorti. La salle est devenue complètement silencieuse. Qu'est-il arrivé ensuite? C'est ce que je suis ici pour vous raconter. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment savoir comment cette histoire se termine. Et faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 12 ans en arrière, au jour où j'ai été forcé de quitter l'université. La famille Evans de Fairfield, Connecticut. C'est ainsi que nous étions connus. Une famille de la classe moyenne supérieure, respectable. Mon père, Richard Evans, était PDG d'une entreprise de logistique de taille moyenne. Nous avions une maison coloniale de 6 chambres sur 2 acres, une Mercedes classe S dans l'allée, et une adhésion au country club le plus exclusif du comté. De l'extérieur, nous avions l'air parfait. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Un cancer, rapide et brutal. Je me souviens à peine de son visage sans regarder de photos, mais je me souviens de ses mains, douces, toujours tendant la main vers les miennes. 2 ans plus tard, mon père s'est remarié avec Linda. Elle est arrivée avec un fils de son précédent mariage, Marcus, de 3 ans mon aîné. En quelques mois, ils n'étaient pas seulement une partie de notre famille, ils étaient la famille. Je suis devenu un meuble. Pas de manière dramatique, vous comprenez? Pas d'abus à la Cendrillon, juste de l'invisibilité. Marcus recevait les éloges pour ses notes, les miennes étaient ignorées. Marcus recevait la nouvelle voiture à 16 ans, j'ai eu sa voiture d'occasion. Marcus était l'avenir de l'entreprise, j'étais juste là. Mon père ne m'a jamais frappé, ne m'a jamais crié dessus. Il me regardait simplement comme si j'étais une fenêtre à travers laquelle il essayait de voir. Mais il y avait une personne qui me voyait, ma grand-mère, Margaret Evans, la mère de mon père. Elle m'appelait tous les dimanches, me posait des questions sur mes cours, mes amis, mes rêves. Elle disait des choses comme « Tu me rappelles moi à ton âge, Heather. » Sous-estimé, mais je te vois. Elle m'a laissé quelque chose à sa mort, quelque chose que personne dans la famille ne savait. Mais je m'avance un peu trop. Dans cette famille, j'ai appris à devenir invisible. Ce que je ne savais pas alors, c'est que l'invisibilité deviendrait ma plus grande arme. Le jour où mon avenir a été décidé pour moi, j'avais 20 ans. 2e année à l'université de l'Yukon, majeur en commerce, 3,8 de moyenne générale. J'avais des projets, des rêves, une demande de bourse sur mon bureau pour un programme d'été à Londres. Mon père m'a rappelé à la maison un mercredi. Réunion de famille, a-t-il dit. Ces 2 mots n'avaient jamais rien signifié de bon. Je l'ai trouvé dans son bureau. Bureau en acajou, fauteuil en cuir, mur tapissé de récompenses et de certificats. Linda se tenait à ses côtés, sa main sur son épaule, solidaire, unie. Heather, commença mon père, sans lever les yeux de ses papiers. Nous devons faire des sacrifices en tant que famille. Marcus a été accepté au programme de MBA de Wharton. C'est une opportunité incroyable. Mon rythme cardiaque n'a pas changé. Je savais déjà où cela allait. Nous ne pouvons pas nous permettre à la fois tes frais de scolarité et son programme, a-t-il continué. Alors, nous avons décidé que tu prendrais une pause de l'école,
juste pour l'instant. La carrière de Marcus bénéficiera à toute la famille. Linda a hoché la tête, sa voix douce comme du miel. Une fille n'a pas besoin d'un MBA pour avoir une belle vie, Heather. Tu trouveras un gentil mari un jour. C'est ce qui compte vraiment. Je suis resté là, figé. Non pas parce que j'étais surprise, j'avais passé 12 ans à apprendre à ne pas l'être, mais parce qu'une petite, stupide partie de moi avait encore espéré. Tu avais dit que tu soutiendrais mon éducation, me suis-je entendu dire. Tu l'as promis à maman avant sa mort. La mâchoire de mon père s'est crispée. Les circonstances changent. Quand l'entreprise se stabilisera, je me rattraperai. Il ne l'a jamais fait. Ce que j'ai découvert plus tard, par un lapsus d'un cousin, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent. Ils ont simplement choisi de ne pas le dépenser pour moi. Je n'ai pas discuté ce jour-là. J'ai juste hoché la tête. Mais à l'intérieur, je me suis fait une promesse, c'était la dernière fois que je laisserais quelqu'un d'autre décider de ma valeur. J'ai déménagé à Boston avec $2000 d'économie et une valise de vêtements qui ne correspondait pas à la vie que je laissais derrière moi. Mon premier appartement était un studio de 400 pieds carrés au-dessus d'une laverie à Holston. Le radiateur cognait toute la nuit, les murs étaient assez minces pour entendre la télévision de mes voisins. Je mangeais des ramen pour le dîner et des bagels de la veille du café où je travaillais le matin. Mais voici la chose à propos du fond du baril, vous ne pouvez pas tomber plus bas. J'ai trouvé un emploi d'assistante administrative dans une petite entreprise de logistique. Un poste d'entrée de gamme, au salaire minimum, plus les avantages. Le propriétaire, un homme bourru nommé Walter Barnes, a vu quelque chose en moi que ma famille n'avait jamais vu. Tu as un cerveau, Heather, m'a-t-il dit un jour. Utilise-le. Alors, je l'ai fait. Je suis resté tard. J'ai appris tous les systèmes, tous les processus. J'ai suivi des cours en ligne gratuits la nuit, gestion de la chaîne d'approvisionnement, opérations, fondamentaux du commerce. MIT OpenCourseWare est devenu mon université. Je n'ai pas appelé à la maison, je n'ai pas demandé un seul dollar. Quand la secrétaire de mon père m'a envoyé une carte d'anniversaire avec un chèque de $50 de la part de la famille, je l'ai déchiré et jeté. 4 ans après avoir quitté le Connecticut, j'avais économisé suffisamment pour créer ma propre entreprise de conseil, Meridian Consulting, LLC. Juste moi, un ordinateur portable et un bureau loué dans un espace de coworking. J'ai gardé mon nom hors de toute publication publique. Pas de profil LinkedIn, pas de communiqué de presse. Toutes les affaires passaient par le nom de l'entreprise et mon avocat. Pourquoi le secret? Parce que je connaissais ma famille. S'ils découvraient que je réussissais, ils trouveraient un moyen de s'en attribuer le mérite ou de le détruire. Certaines personnes construisent des empires pour prouver leur valeur. J'ai construit le mien en silence, car le silence était le seul langage que ma famille m'avait jamais appris. Ma grand-mère Margaret est décédée il y a 2 ans, j'avais 30 ans. J'ai pris l'avion pour le Connecticut pour les funérailles, je me suis assise dans le dernier banc, j'ai regardé mon père prononcer un éloge funèbre sur une femme remarquable qui avait dédié sa vie à sa famille. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. À la réception, je me suis tenu à l'écart. Personne ne semblait remarquer ma présence, ce qui était exactement ce que je voulais. Mais 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une avocate dont je n'avais jamais entendu parler, Eleanor Smith d'un cabinet de Boston spécialisé dans la planification successorale. Mademoiselle Evans, je représente la succession séparée de votre grand-mère. Elle a établi une fiducie en votre nom il y a 8 ans, avec des instructions explicites qu'aucun autre membre de la famille ne soit informé de son existence. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. La fiducie contenait $800 000. Elle vous a également laissé une lettre, a continué Eleanor. Souhaitez-vous que je la lise? J'ai dit oui, bien que ma voix ne sonne pas comme la mienne. Ma chère Heather, a lu Eleanor. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Je sais pour les frais de scolarité, les promesses, tout. J'ai discuté avec ton père jusqu'à ne plus avoir de mots. Il n'a pas voulu écouter. Il n'écoute jamais. Cet argent est à toi. Sans aucune condition. Utilise-le pour te construire la vie que tu mérites, la vie qu'ils ont essayé de te prendre. Souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit, ne laisse personne te dire que tu n'es pas digne. Quand ils verront enfin ta valeur, il sera trop tard pour eux. Je crois en toi.
Je l'ai toujours fait. Tout mon amour, grand-mère Margaret. J'ai utilisé une partie de cet argent pour développer Meridian Consulting. Le reste, je l'ai gardé comme assurance pour un jour que j'espérais ne jamais voir venir, mais dont je savais qu'il pourrait toujours arriver. Ce jour est arrivé il y a 3 semaines. Laissez-moi vous parler de Meridian Consulting aujourd'hui. 15 employés, 4 millions de revenus annuels. Des bureaux à Back Bay, Boston. Le genre d'adresse qui fait que les gens vous prennent au sérieux avant même que vous n'ouvriez la bouche. Je porte du quartier maintenant, non pas parce que j'ai besoin d'impressionner qui que ce soit, mais parce que j'ai gagné chaque pièce moi-même. Nous nous spécialisons dans l'optimisation logistique, aidant les entreprises à rationaliser leur chaîne d'approvisionnement, à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est rentable, et j'y suis doué. Voici la partie qui vous ferait rire si ce n'était si douloureusement ironique. L'un de nos plus gros clients est Yvan Logistique, l'entreprise de mon père. Ils ont signé un contrat de service de 5 ans avec nous il y a 3 ans. Nous gérons leur optimisation d'itinéraires, la gestion d'entrepôts, le conseil et les négociations avec les transporteurs. Le contrat représente environ 40% de leurs revenus annuels en économies opérationnelles. Mon père n'en a aucune idée. Toutes les communications passent par mon équipe. Tous les contrats sont signés par mon directeur financier, Daniel Reeves. Les rares fois où Richard Evans a fait l'éloge de Meridian Consulting lors d'événements industriels, il louait le travail de sa propre fille. La fille qu'il disait à tout le monde être sans valeur. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une invitation officielle à sa fête de départ à la retraite. Lettre dorée en relief. Richard Evans sollicite le plaisir de votre compagnie. J'ai failli la jeter. Presque. Mais ensuite, j'ai pensé à grand-mère Margaret, à 12 ans de silence, à chaque promesse brisée et à chaque porte fermée devant mon nez. J'ai répondu oui, non pas parce que je voulais une réconciliation, non pas parce que j'espérais que les choses avaient changé. J'y suis allé parce que je savais avec une certitude absolue que mon père ferait quelque chose d'impardonnable, et quand il le ferait, je voulais être là pour dire au revoir à mes propres conditions. Je ne savais simplement pas à quel point j'aurais raison. Le Fairfield Country Club n'avait pas changé en 30 ans. Les mêmes lustres Swarovski, le même service de voituriers prétentieux, la même foule d'argent ancien et de nouvelles ambitions prétendant qu'ils appartiennent ensemble. Je portais une robe Valentino noire, simple, élégante, chère. Les boucles d'oreilles de perles de ma grand-mère, une montre Cartier, un sac Birkin Hermès. Tout ce que je possédais, je l'avais acheté moi-même. Cela comptait plus pour moi que les étiquettes. Linda m'a intercepté à l'entrée. Elle avait vieilli, mais son sourire n'avait pas changé. Toujours ce masque parfait de chaleur qui cachait quelque chose de plus froid en dessous. Sa robe était Chanel. Ses diamants étaient grands, et ses yeux ont fait un rapide inventaire de ma tenue avant qu'elle ne parle. « Heather, tu es venue. » Son ton suggérait que c'était une agréable surprise et un léger inconvénient. « Ton père n'était pas sûr que tu aurais quelque chose d'approprié à porter. » J'ai souri. Comme c'est gentil de sa part de s'inquiéter. À l'intérieur, 200 invités se mêlaient sous la lumière des cristaux. Le gratin des affaires du Connecticut, banquiers, avocats, dirigeants, politiciens. J'ai reconnu quelques visages des anciens dîners de mon père. Aucun d'entre eux ne m'a reconnu. Marcus est passé avec une blonde mince comme un mannequin à son bras, sans même me jeter un coup d'œil. Il racontait à quelqu'un sa vision de l'avenir de l'entreprise. Classique Marcus. Toute confiance, aucune substance. J'ai trouvé mon assignation de place. Table 14, le coin éloigné près de l'entrée de service, avec des amis de la famille que je n'avais jamais rencontrés. Pas la table familiale, même pas proche. Je n'étais pas surprise, mais je l'ai noté. Un serveur a offert du champagne. Dom Pérignon, rien que le meilleur pour la grande soirée de Richard Evans. J'ai pris un verre. À travers la pièce, j'ai croisé le regard de mon père. Il a hoché la tête une fois, une forme de renvoi déguisé en reconnaissance, puis est retourné vers ses vrais invités. La soirée ne faisait que commencer, et j'avais une place au premier rang pour le mépris de ma propre famille. J'ai appris au fil des ans que les meilleures informations viennent en restant silencieux et en gardant les oreilles ouvertes. De ma table d'angle, j'ai observé et écouté. L'acoustique de cette salle de bal portait les conversations mieux que les gens ne le réalisaient.
Mon père tenait la cour près du bar, entouré d'associés. Je l'ai entendu mentionner la restructuration opérationnelle et les partenariats stratégiques, le langage exécutif standard. Mais ensuite, Meridian Consulting a été transformateur pour nous, disait-il à un homme aux cheveux argentés que je reconnaissais comme un cadre supérieur d'une grande entreprise de transport. Ils sont l'épine dorsale de nos opérations maintenant. Quiconque dirige cette entreprise est un génie. L'autre homme hocha la tête. J'essaie d'obtenir un rendez-vous avec eux depuis des mois. Une opération très privée. Savez-vous qui est derrière? Mon père haussa les épaules. Je ne les ai jamais rencontrés personnellement. Tout passe par leur équipe juridique et leur gestionnaire de compte, mais honnêtement, je me fiche de qui ils sont tant qu'ils continuent à produire des résultats. J'ai pris une gorgée de champagne pour masquer mon sourire. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Daniel, mon directeur financier. Les documents de renouvellement de contrat d'Ivan Logistique sont arrivés aujourd'hui. Ils veulent encore 5 ans. J'attends votre décision. J'ai répondu, j'aurai une réponse d'ici la fin de la semaine. Ce que mon père ne savait pas, ce que personne dans cette pièce ne savait, c'est que le contrat de Meridian avec Ivan Logistique arrivait à échéance. Si nous nous retirions, ils perdraient 40% de leur efficacité opérationnelle du jour au lendemain. En logistique, ce n'est pas seulement un inconvénient, c'est une condamnation à mort. Je n'avais pas encore décidé quoi faire. Une partie de moi voulait garder la relation professionnelle séparée de la toxicité personnelle. Mais en regardant mon père se prélasser dans les éloges pour le succès de son entreprise, un succès construit en partie sur mon travail, j'ai senti quelque chose changer. Ce soir allait tout déterminer. J'avais besoin d'une autre coupe de champagne. Ou peut-être que j'avais juste besoin de bouger, de me débarrasser de l'étrange énergie qui montait dans ma poitrine. Au bar, je suis tombé sur le peloton d'exécution de la famille élargie. Tante Suzanne, la sœur cadette de Linda, m'a repéré la première. Son visage a fait ce truc où la surprise devient pitié puis condescendance, en environ une demi-seconde. Heather, oh mon Dieu, je ne t'ai presque pas reconnu. Elle m'a regardé de haut en bas. Tu as l'air bien, toujours à Boston à faire ce que tu fais. Le conseil, j'ai dit. Gestion de la chaîne d'approvisionnement. Oh, comme c'est gentil. La façon dont elle l'a dit m'a fait croire que je lui avais dit que je collectionnais les bouchons de bouteilles. Tu vois quelqu'un? Ton père a mentionné que tu étais toujours célibataire. 32 ans, n'est-ce pas? Le temps passe vite. Avant que je ne puisse répondre, oncle David s'est joint à la conversation. Richard me disait juste, tu es toujours en train de te débrouiller. Rien de mal à être un late bloomer, je suppose que tout le monde n'est pas destiné au succès traditionnel. J'ai réalisé avec une clarté glaciale ce qui s'était passé. Mon père les avait briefés, leur avait donné des points de discussion sur la déception familiale, avait établi le récit avant même mon arrivée. Richard a dit que tu avais eu des difficultés émotionnelles après avoir quitté l'école, a poursuivi tante Suzanne, baissant la voix de manière conspiratrice. Des problèmes de santé mentale. Si courageux de ta part de venir ce soir malgré tout. J'ai senti ma prise se resserrer sur ma coupe de champagne. Non pas de douleur, j'étais bien au-delà de ça, mais de pure audace. J'apprécie l'inquiétude, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Mais je vais très bien, en fait. Mieux que jamais. Ils ont échangé des regards, le genre qui dit, pauvre chose, elle ne sait même pas à quel point elle est tombée. Je me suis excusé avant de dire quelque chose que je regretterais. Mais un plan se formait dans mon esprit. Froid, clair, inévitable. Marcus m'a trouvé sur la terrasse, regardant le parcours de golf. L'air de septembre était frais, et les étoiles commençaient tout juste à apparaître. Eh bien, sa voix est venue derrière moi, lourde de mépris. La fille prodigue. Je ne me suis pas retourné. Marcus. Il s'est placé à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Tom Ford, probablement un cadeau de notre père. Papa est sur le point de faire son discours. Je voulais m'assurer que tu ne préparais pas de scène dramatique. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu as toujours été jalouse. Il l'a dit comme si c'était un fait établi. La façon dont tu t'es enfui après la décision concernant les frais de scolarité, la façon dont tu as disparu à Boston comme un animal blessé. Tu ne t'en es jamais remise. Je me suis retourné,
j'ai regardé mon demi-frère dans son costume à 5 000 $, sa Rolex, ses cheveux parfaitement coiffés. C'est ce que tu te racontes? Ses yeux se sont durcis. J'ai entendu dire que tu avais monté une sorte d'entreprise là-haut, jouant à la femme d'affaires. Il a ri, un rire court et cruel. Combien de temps avant que ça ne fasse faillite? 6 mois? 1 an? Puis tu reviendras en rampant, suppliant papa de t'aider. Non. Tu le feras. Tu le fais toujours. Tu es faible, Heather. Tu l'as toujours été. J'aurais pu lui parler alors de Méridian, du contrat, de la façon dont le succès de sa précieuse entreprise était bâti sur le travail de la sœur qu'il ignorait, mais je ne l'ai pas fait, parce que certaines révélations ont besoin de la bonne scène. Tu sais quoi, Marcus? Tu peux croire ce qui te fait te sentir mieux. J'ai commencé à le dépasser, mais je te promets ceci, après ce soir, tu vas souhaiter m'avoir traité différemment. Son rire m'a suivi à l'intérieur, dédaigneux, arrogant. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Aucun d'entre eux. Les lumières de la salle de bal se sont tamisées. Un projecteur a frappé la scène. Mon père est monté les marches sous un tonnerre d'applaudissements. Le héros conquérant de la logistique du Connecticut, faisant son dernier salut. Merci. Merci, a-t-il dit, sa voix portant cette chaleur étudiée qu'il avait perfectionnée pendant des décennies. 40 ans dans ce métier. Ça a été une sacrée aventure. Rire, encore des applaudissements. Il a commencé son discours en remerciant ses partenaires, ses employés, ses mentors, en remerciant Dieu, en remerciant la chance, en s'attribuant le mérite de tout. Puis est venu le segment familial. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans mon incroyable épouse, Linda. Il a fait un geste vers sa table. 30 ans à supporter mes nuits tardives et mes voyages d'affaires. Tu es une sainte. Encore des applaudissements. Linda a essuyé ses yeux, parfaitement à propos. Et mon fils Marcus, qui prendra la relève en tant que PDG en janvier. Richard rayonnait de fierté. L'avenir d'Ivan Logistique. Je ne pourrais pas être plus fier. Stand d'innovation. Marcus s'est levé, a salué, l'image de la royauté d'entreprise. Puis les yeux de mon père m'ont trouvé et quelque chose a changé dans son expression, quelque chose de méchant. Et bien sûr, ma fille Heather. Le projecteur s'est tourné vers ma table. J'ai senti 200 paires d'yeux se tourner vers moi. Pas de diplôme, pas de vraie carrière, elle vit juste au crochet de la famille. Il a fait une pause pour l'effet comique. Mais bon, au moins elle est venue ce soir. Peut-être qu'un jour elle trouvera un mari riche pour s'occuper d'elle. La salle a éclaté de rire. Un vrai rire. Le genre qui vient des gens qui pensent être dans la confidence d'une blague, ne réalisant pas qu'ils regardent de la cruauté déguisée en comédie. Je suis resté parfaitement immobile. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai juste attendu que le rire s'estompe. Et puis je me suis levé. La pièce est devenue silencieuse alors que je me levais. Je sentais tous les regards sur moi. Certains curieux, d'autres apitoyés, certains déjà prêts à assister à une crise. La fille instable, enfin craquant sous la blague inoffensive de son père. J'ai pris ma coupe de champagne lentement, délibérément. Le sourire de mon père a vacillé, juste un peu. Il ne s'attendait pas à ce que je réagisse. Je ne l'avais jamais fait. J'étais censé rester assise et l'encaisser, comme je l'avais toujours fait. J'ai levé le verre vers lui. Félicitations pour ta retraite, papa. Ma voix était claire, calme, assez forte pour que tous les microphones de la salle l'entendent. 40 ans dans les affaires. Une sacrée réalisation. J'ai fait une pause. Tu m'as beaucoup appris sur le travail acharné, sur le sacrifice, sur exactement le genre de loyauté que la famille peut attendre de toi. Le silence était absolu maintenant. J'entendais les glaçons de quelqu'un teinter dans son verre à 3 tables de distance. Alors, à toi. J'ai levé mon champagne plus haut. À votre santé. C'est la dernière fois que l'un de vous me verra. J'ai posé le verre sans boire. Puis, j'ai pris mon sac Birkin, je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. Mes talons Louis Vuitton claquaient sur le parquet, le seul son dans cette pièce caverneuse. Je n'ai pas couru, je n'ai pas pressé le pas, j'ai juste marché, le dos droit, la tête haute.
derrière moi, le silence. Complet, total, dévastateur. Quelqu'un a halté. Quelqu'un d'autre a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais surtout il n'y avait que l'écho de mes pas et 200 personnes essayant de comprendre ce qu'elles venaient de voir. La fille, qui était censée être brisée, venait de quitter les lieux à ses propres conditions. J'ai poussé les doubles portes et suis sorti dans la nuit. Et pour la première fois en 12 ans, je pouvais respirer. J'étais presque arrivé à ma voiture, une Tesla Model S, noire, avec la plaque d'immatriculation personnalisée, Monsieur DD1, quand j'ai entendu des pas derrière moi. Heather, Heather, arrête-toi là. La voix de Linda, stridente et furieuse. J'ai continué à marcher. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Elle m'a attrapé le bras, me faisant pivoter. Son visage était rouge sous les lumières du country club. Sa composure soigneusement maintenue était brisée. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Tu as humilié ton père devant tout le monde. J'ai regardé sa main sur mon bras jusqu'à ce qu'elle la retire. Je l'ai humilié, ai-je demandé doucement. Je pense que tu as tout faux. Mon père est apparu derrière elle, son visage un nuage d'orage. 200 invités regardaient probablement par les fenêtres. Il en était conscient. Je pouvais le voir calculer. Retourne à l'intérieur, a-t-il dit, sa voix basse et dangereuse. Excuse-toi maintenant. Non. Le mot a flotté dans l'air entre nous. Ce n'est pas une négociation, Heather. Je suis ton père. Je te dis. Tu me dis quoi? Je l'ai coupé, chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Que je devrais retourner là-dedans et te laisser continuer à m'utiliser comme ton souffre-douleur? Que je devrais sourire pendant que tu dis à 200 personnes que je suis sans valeur? C'était une blague. C'était la vérité de la façon dont tu me vois, et j'ai fini de faire semblant. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Mon père s'est avancé. Si tu pars maintenant, c'est fini. Tu comprends? Plus de famille, plus de soutien, plus rien. J'ai failli rire. Papa, tu m'as coupé il y a 12 ans. Tu n'as juste pas eu le courage de le dire à voix haute. J'ai glissé sur le siège du conducteur. Ce soir, je le dis pour nous deux. J'ai démarré le moteur. Au revoir. Et je suis parti. Je me suis arrêté à une aire de repos à environ 20 minutes de Fairfield et je suis resté dans ma voiture, moteur au ralenti, les mains toujours sur le volant. Pendant un long moment, j'ai juste respiré. Bon, laissez-moi sortir un instant de l'histoire pour vous parler directement. Je sais que certains d'entre vous qui regardent cela ont vécu quelque chose de similaire. Peut-être pas une fête de retraite, peut-être pas 200 témoins, mais ce sentiment d'être la déception de la famille, celle dont on parle à voix basse, celle dont ils refusaient de voir le succès. Je sais que vous comprenez. Si vous avez déjà été assis à une réunion de famille pendant que quelqu'un faisait de vous la blague, si vous avez déjà souri malgré la douleur parce que faire une scène ne ferait que leur donner raison. Si vous avez déjà aimé des gens qui vous ont fait vous sentir invisible, cette histoire est pour vous. Alors, voici ce que je vous demande. Si cela résonne en vous, laissez un commentaire, racontez-moi votre histoire ou faites-moi simplement savoir que vous êtes là. Parce qu'honnêtement, savoir que je ne suis pas seul là-dedans, cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, et croyez-moi, la suite est le moment où tout change, assurez-vous d'être abonné, appuyez sur cette cloche, car ce que mon père a découvert dans les semaines après cette fête, eh bien. Disons simplement qu'il a appris exactement à quel point il s'était trompé sur moi. Maintenant, retour à l'histoire. Le matin après la fête, je me suis réveillé dans mon appartement de Boston en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les familles comme la mienne ne lâchent pas prise si facilement. Elles essaieraient de contrôler le récit, de manipuler l'histoire, de faire de moi la méchante. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que j'avais quelque chose dont elles ne pourraient pas se sortir. Laissez-moi vous raconter la semaine qui a suivi. Cela a commencé par des messages textes. Pas de mon père. Il était trop fier pour ça. Mais de cousins, de tantes, d'amis de la famille, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, soudain très préoccupés par mon état mental. Heather, j'ai entendu parler de la fête. Ton père dit que tu as des difficultés. As-tu besoin d'aide? Suzanne m'a dit que tu avais eu une sorte de crise.
Nous sommes tous inquiets pour toi, ma chérie. Ton père t'aime. Il veut juste ce qu'il y a de mieux. Peut-être que tu devrais t'excuser et rentrer à la maison. Le récit était déjà en train de s'écrire. Pauvre Heather, instable, jalouse, a eu une sorte d'épisode à la fête. Richard Evans, père patient et aimant, faisant de son mieux avec une fille troublée. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Puis est venu l'appel le plus intéressant. Mon téléphone a sonné mardi après-midi. Un numéro du Connecticut que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu quand même. Mademoiselle Evans, c'est James Crawford. Je suis associé chez Ivan Logistique. La voix était polie, professionnelle. J'appelle de la part de Richard, il aimerait discuter de la possibilité de faire la paix. Vraiment? Entre nous, il y a eu des rumeurs préoccupantes concernant votre connexion à certains partenaires commerciaux. Des rumeurs? Probablement rien. Mais Richard a pensé qu'il serait bon de clarifier les choses. J'ai eu froid. Des rumeurs? Des partenaires commerciaux. Ils étaient en train de pêcher. Quel genre de rumeurs, ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. Oh, quelque chose à propos de nos partenaires de conseil chez Meridian. Quelqu'un a cru vous avoir vu à leur bureau une fois. Je suis sûr que c'est un malentendu. Mon esprit a couru. Comment? Qui m'avait vu, quand? Je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence, ai-je dit. Mais s'il vous plaît, dites à mon père que je n'ai rien à discuter avec lui. J'ai raccroché. Ils approchaient, plus près que je ne l'avais réalisé. Il était temps d'arrêter d'attendre et de commencer à agir. Pendant que je recevais des SMS inquiets à Boston, mon père était confronté à un autre type de crise dans le Connecticut. J'ai appris plus tard, bien plus tard, ce qui s'était passé dans cette salle de conférence. Richard Evans était entré dans ce qui aurait dû être une réunion trimestrielle de routine. Au lieu de cela, son directeur financier avait l'air d'avoir vu un fantôme. Nous avons un problème avec Meridian Consulting, a dit le directeur financier, glissant un dossier sur la table en acajou. Leur contrat arrive à échéance dans 6 mois. Ils n'ont pas répondu à notre offre de prolongation. Richard a froncé les sourcils. Alors, envoyez une autre offre. Augmentez les conditions si nécessaire. Nous avons essayé 3 fois. Leur équipe juridique dit simplement en cours d'examen, puis appelle leur cadre directement. Nous avons essayé ça aussi. Le directeur financier s'est agité inconfortablement. Monsieur, Meridian Consulting est extrêmement privé. Personne ne rencontre leur direction. Tout passe par des intermédiaires. Le froncement de sourcils de Richard s'est accentué. Nous travaillons avec eux depuis 3 ans. Quelqu'un doit les avoir rencontrés. Non, monsieur. Tout a été des réunions virtuelles, des représentants légaux, des gestionnaires de comptes. Personne dans cette entreprise n'a jamais rencontré les propriétaires réels. Un long silence. S'ils nous quittent, a poursuivi le directeur financier, nous perdons 40% de notre efficacité opérationnelle du jour au lendemain. Il faudrait au moins 18 mois pour trouver un remplaçant, et c'est optimiste dans ce marché. Je sais ce que cela signifie, a claqué Richard. Il a fixé le dossier. Quelque chose le rongeait. Le timing, le silence, le fait que cela se produise juste après découvrir qui possède cette entreprise, a-t-il dit. Je me fiche de ce que cela prend. Je veux un nom d'ici la fin de la semaine. Ce que Richard ne savait pas, ce qu'il était sur le point de découvrir, c'est que le nom qu'il cherchait figurait déjà dans son arbre généalogique. Jeudi soir, mon téléphone a sonné. Linda. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Heather, ma chérie. Sa voix était miel et sucre. La performance d'une vie. J'étais si inquiète pour toi. Vraiment? Bien sûr. Ta famille. C'est ce que fait la famille. Elle a ri doucement comme si nous partagions une blague privée. Écoute, à propos de la fête, ton père se sent affreux. Il ne pensait pas ce qu'il a dit. Tu sais comment il est. Il était nerveux, essayant d'être drôle. Il a dit que je n'avais pas d'avenir et aucune valeur devant 200 personnes. Il exagère quand il est anxieux. Tu le sais. Linda a fait une pause, se recalibrant. Pourquoi ne viendrais-tu pas à la maison ce week-end? Nous pourrions dîner.
Juste nous quatre. Clarifier les choses. Repartir à zéro. J'imaginais qu'elle était assise dans ce salon immaculé, répétant cet appel, planifiant exactement sur quel bouton appuyer. La mère concernée, la pacificatrice, le pont entre la fille troublée et le père blessé. Papa veut s'excuser, ai-je demandé. Une légère hésitation. Il veut avancer. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Donc, pas d'excuses. Heather, ne sois pas difficile. Nous essayons de t'aider. M'aider? Maintenant? J'ai ri. Linda, tu as passé 22 ans à t'assurer que je savais que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille. Maintenant tu appelles pour m'aider. Pourquoi? Une autre pause, plus longue cette fois. Je pense que nous savons toutes les deux qu'il y a plus qu'un simple drame familial, a-t-elle dit, sa voix perdant sa chaleur. Quoi que tu prévois, et je sais que tu prévois quelque chose, il serait préférable pour tout le monde que tu rentres à la maison et que tu en parles. Non. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Il savait quelque chose. Il ne savait simplement pas encore à quel point il devait avoir peur. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau d'Eleanor Smith, dans le centre-ville de Boston. Eleanor avait été l'avocate de ma grand-mère, et depuis que la fiducie m'appartenait, son bureau était élégant et efficace. Vert et acier, vu sur la ligne d'horizon de Boston, le genre d'endroit où des affaires sérieuses se traitaient. Je vous attendais, a-t-elle dit quand je suis entré. Je suppose que c'est à propos d'Ivan Logistique. Ils enquêtent sur Meridian, essayant de découvrir qui en est le propriétaire. Eleanor a hoché la tête, sans surprise. Votre anonymat allait toujours être temporaire. La question est, comment voulez-vous que cela se déroule? Elle a étalé des documents sur son bureau. Le contrat Meridian avec Ivan Logistique, chaque clause, chaque terme de renouvellement, chaque disposition de sortie, les documents de la fiducie, les papiers de l'entreprise et de la société. Votre contrat inclut un préavis de résiliation standard de 30 jours, a dit Eleanor, montrant la section pertinente. Vous pouvez mettre fin à l'accord pour n'importe quelle raison. Pas de pénalité, pas d'exposition juridique. Et la fiducie de votre grand-mère, complètement séparée de la succession de la famille Ivan, légalement inattaquable. Richard n'a aucune prétention sur quoi que ce soit, même s'il essayait de contester. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Margaret s'en est assurée. J'ai fixé les papiers. Tout était en ordre. Tout était légal. Chaque était barré, chaque lié pointé. Qu'a dit ma grand-mère à propos de tout cela quand elle a créé la fiducie? Eleanor a souri tristement. Elle a dit, un jour, Heather aura besoin d'un levier, et quand ce jour viendra, je veux qu'elle l'ait. J'ai senti des larmes me monter aux yeux. Grand-mère Margaret, me protégeant même d'outre-tombe. Elle a aussi dit autre chose, a ajouté Eleanor. Dites-lui de ne pas être cruel. Juste d'être honnête. Parfois, la vérité est une punition suffisante. J'ai hoché la tête. La vérité, c'était cela. Puis, cet après-midi-là, je me suis assise avec Daniel Reeves, mon directeur financier, dans la salle de conférence de Meridian. Daniel était avec moi depuis la 2e année. Il savait tout de ma famille, d'Ivan Logistique, de la raison pour laquelle j'avais gardé mon nom hors des documents. Il était loyal, compétent, et la personne la plus proche que j'avais d'un véritable allié. Ils veulent renouveler le contrat, a-t-il dit, en faisant défiler sa tablette. 5 ans de plus, en fait, ils augmentent les conditions de 12%. Ils sont nerveux. Ils devraient l'être. J'ai affiché les projections financières sur l'écran de la salle de conférence. Les chiffres ne mentent pas. Et ces chiffres racontaient une histoire dévastatrice. Si nous nous retirons, Ivan Logistique perd 40% de son efficacité opérationnelle en 60 jours. En logistique, ce n'est pas une baisse, c'est une chute libre. Leurs clients commenceront à chercher ailleurs. Leurs marges s'effondreront. Daniel a hoché la tête. Marcus vient de prendre la tête de l'entreprise. Si cela se produit sous sa surveillance, sa réputation est terminée avant même de commencer. Nous sommes restés silencieux un instant. C'était surréaliste de détenir autant de pouvoir sur des personnes qui m'avaient fait me sentir impuissante pendant des décennies. Que voulez-vous faire? A demandé Daniel. J'y avais réfléchi pendant des jours,
aux paroles de grand-mère Margaret, à la vengeance contre la vérité, au genre de personne que je voulais être. Rédiger la lettre de résiliation, ai-je dit finalement. Un préavis de 30 jours conformément aux termes du contrat. Sans malice, sans accusation, juste des affaires. Et la raison? Le repositionnement stratégique. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir officiellement. J'ai fait une pause. Mais je vais aussi écrire une lettre personnelle à mon père. Une enveloppe séparée. Il mérite de savoir exactement de qui il a dépendu et exactement pourquoi cela prend fin. Daniel a hoché la tête. Quand voulez-vous l'envoyer? Lundi. Première chose. Fini d'attendre. Fini de se cacher. J'ai passé tout le dimanche à écrire cette lettre, pas l'avis de résiliation officielle. Daniel s'en est occupé, le langage professionnel, les dispositions légales, la restructuration clinique de l'explication du portefeuille client qui irait dans le dossier. J'ai écrit la lettre personnelle, la vérité. J'ai fait 7 brouillons. Le premier était trop en colère, des pages d'accusation, chaque blessure cataloguée et condamnée. Le deuxième était trop froid. Le troisième était trop désespéré. La version finale était simple, claire, factuelle. Cher papa, tu as dit que je n'avais pas d'avenir. Tu as dit à 200 personnes que j'étais sans valeur. Je veux que tu saches quelque chose. L'entreprise que tu as appelée l'épine dorsale d'Ivan Logistique, Meridian Consulting, est la mienne. Je l'ai construite. Je la possède. Pendant 3 ans, la fille que tu as ignorée a été une pierre angulaire de ton entreprise. Je mets fin à notre contrat non pas par vengeance, mais comme une limite. Grand-mère Margaret m'a laissé une fiducie dont tu n'as jamais su l'existence. Elle a vu ce que tu ne pouvais pas voir, que j'étais digne d'investissement. Tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même avec sa foi et sans ton soutien. Je n'ai pas besoin que tu t'excuses. Je n'ai pas besoin que tu comprennes. J'ai juste besoin que tu saches que je ne suis pas ce que tu as dit que j'étais. Je ne l'ai jamais été. Ne me contacte plus. Heather Margaret Evans. J'ai inclus délibérément mon deuxième prénom, le nom que j'avais ajouté il y a 3 ans en l'honneur de la seule personne de ma famille qui avait cru en moi. J'ai également inclus une photocopie des papiers de constitution de Meridian. Mon nom en tant qu'unique propriétaire était clairement visible. J'ai lu la lettre 3 fois, j'ai vérifié les fautes de frappe, j'ai vérifié l'émotion excessive, je n'en ai trouvé aucune, juste la vérité. Parfois, je pensais que c'était l'arme la plus dévastatrice de toutes. Lundi 9h. Confirmation de livraison. Le colis était arrivé au siège d'Ivan Logistique. Quelqu'un nommé Patricia Chen l'avait signé. L'assistante exécutive de Richard. Je me souvenais d'elle de mon enfance. Je suis resté dans mon bureau, regardant mon téléphone, attendant. 10h15. Appel manqué de Richard Evans. 10h17. Appel manqué de Richard Evans. 10h23. Appel manqué de Marcus Evans. 10h31. Appel manqué de Linda Evans. 10h45. Appel manqué de Richard Evans. 11h02. Message texte de Richard. Appelle-moi maintenant. 11h15. Message texte de Marcus. Qu'est-ce que c'est que ça? Appelle-nous. 11h34. Message texte de Linda. Heather, ce n'est pas drôle. Décroche ton téléphone. À midi, j'avais 12 appels manqués, 8 messages textes et 2 messages vocaux que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'avais attendu 12 en ce moment. Il pouvait attendre quelques heures de plus. À 14h, mon assistante a frappé à ma porte. Mademoiselle Evans, il y a une famille qui dit qu'elle a besoin de vous voir immédiatement. Ils sont dans le hall. Donc, ils avaient conduit jusqu'à Boston. 5 heures de circulation et de panique juste pour me confronter en personne. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai vérifié mon reflet dans la fenêtre, j'ai ajusté mon blazer. Envoyez-les à la salle de conférence B, ai-je dit. Je serai là dans 5 minutes. C'était ça. La conversation que j'avais imaginée 1000 fois. La confrontation à laquelle je m'étais préparé sans savoir quand elle arriverait. J'ai pensé à grand-mère Margaret, à sa lettre, à sa foi en moi.
Ne sois pas cruel, avait-elle dit. Sois juste honnête. Je me suis levé, j'ai lissé ma jupe et j'ai marché vers la salle de conférence. Le temps d'être honnête. La salle de conférence B avait des murs de verre. Je l'avais choisie délibérément. Mes 15 employés pouvaient voir à l'intérieur, bien qu'ils ne puissent pas entendre. Des témoins, non pas pour humilier qui que ce soit, mais pour s'assurer que la réunion reste civile. Richard, Linda et Marcus se tenaient regroupés près de la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Boston. Ils ne s'attendaient jamais à voir de cette perspective, de mon domaine, de mon territoire. Mon père s'est retourné quand je suis entré. Son visage était gris, plus âgé que je ne l'avais jamais vu. Heather. Sa voix s'est brisée sur mon nom. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, papa. Linda. Marcus. Je me suis assise à la tête de la table de conférence. Calme, professionnel. Je suppose que vous avez reçu ma lettre. Ta lettre? Marcus s'est avancé, me pointant du doigt. Tu ne peux pas juste. Ce n'est pas, assieds-toi, Marcus. Ma voix était calme mais ferme. Je ne discuterai de rien avec toi en criant à travers la pièce. Il a regardé mon père, incertain. Richard a hoché la tête brusquement. Ils se sont assis. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Finalement, Richard s'est penché en avant. Tout cela est une sorte de malentendu. Quelle partie? Meridian Consulting. Tu ne peux pas, c'est une entreprise comme ça. Tu n'as pas, je l'ai fait. J'ai glissé un dossier sur la table. Inscription de l'entreprise, déclaration fiscale, liste de clients. Il y a 3 ans, votre entreprise a signé un contrat avec la mienne. Vous avez loué mon travail lors d'événements industriels. Vous nous avez qualifiés de transformateurs. Vous ne saviez juste pas que vous me louiez. Le visage de Linda était devenu pâle. Mais tu n'as pas de diplôme. Tu n'étais qu'une. Une quoi, Linda? Une déception? Un échec? J'ai secoué la tête. J'étais une jeune femme de 20 ans à qui on a dit de sacrifier son avenir. J'ai quand même construit quelque chose. Silence. Mon père a regardé les documents comme s'ils allaient s'enflammer s'il les regardait assez longtemps. D'accord. La voix de Richard était tendue, le masque de la composte corporative se fissurait. Je m'excuse. Je m'excuse pour la fête. C'est ce que tu veux entendre? Je suis désolé. Maintenant, pouvons-nous parler du contrat? Tu es désolé parce que tu as besoin de quelque chose de moi. Ce n'est pas une excuse. Pour l'amour de Dieu, Heather. Marcus a frappé la table de sa paume. Sais-tu ce qui se passe si tu romps ce contrat? 20% de notre main-d'œuvre disparaît à cause de ta petite vengeance. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une décision commerciale. Il était debout maintenant, les veines de son cou visibles. Tu planifies ça depuis des années, attendant de nous détruire. C'est malade. Je n'ai rien planifié. J'ai gardé ma voix égale. J'ai construit une entreprise. Votre entreprise a choisi de devenir dépendante de la mienne. Ce n'est pas ma faute. Tu aurais pu nous le dire, a interjeté Linda, sa voix aiguë et tendue. Tu aurais pu dire quelque chose. Quand? Quand tu m'as dit que je n'avais pas besoin d'éducation parce que je trouverais un mari? Quand tu as répandu des rumeurs selon lesquelles j'avais des problèmes de santé mentale? Elle n'a pas eu de réponse. Je me suis tourné vers mon père. Tu veux savoir le pire, papa? J'aurais maintenu le contrat. Je ne prévoyais rien de tout cela. Mais ensuite, tu t'es tenu devant 200 personnes et tu leur as dit que j'étais sans valeur, que je n'avais pas d'avenir. J'ai fait une pause. Tu as choisi cela, pas moi. La mâchoire de Richard a bougé. Pendant un instant, juste un instant, j'ai cru voir quelque chose comme de la reconnaissance dans ses yeux, comme s'il comprenait enfin ce qu'il avait fait. Puis c'était parti. Qu'est-ce que tu veux? A-t-il demandé d'un ton monocorde. Rien que tu puisses me donner. Il doit y avoir quelque chose. Tu n'écoutes pas. Je ne veux rien de toi. Je n'ai jamais voulu. Je veux juste que tu saches la vérité. Bien. La voix de Richard est devenue froide.
La vulnérabilité était partie, remplacée par l'acier que j'avais connu toute ma vie. Si c'est comme ça que tu veux jouer, tu t'éloignes de cette famille. C'est fini. Pas d'héritage, rien. J'ai failli rire. Papa, tu m'as coupé à 20 ans. Quel héritage? Je pourrais te rendre la vie très difficile. J'ai des contacts, des avocats. Sur quelle base? Je me suis penché en avant. Chaque document est légal. Chaque contrat a été signé de bonne foi. Il n'y a rien ici pour lequel vous puissiez me poursuivre, et nous le savons tous les deux. Il m'a fusillé du regard. Ne sois pas si sûr. En fait, je le suis, car mon avocat, qui était aussi l'avocat de grand-mère Margaret, a déjà examiné tous les angles possibles. J'ai laissé cela s'installer. Tu te souviens d'Eleanor Smith? Margaret l'a utilisé spécifiquement parce qu'elle savait que tu essaierais quelque chose comme ça un jour. Linda a halté. Margaret savait tout ça? Elle m'a laissé une fiducie de 800 000 $, spécifiquement structurée pour que vous ne puissiez pas y toucher. J'ai sorti une photocopie du document de fiducie. Elle savait exactement quel genre de famille elle avait élevé. C'est pourquoi elle m'en a protégé. Le visage de Richard est passé du rouge au blanc. Elle n'avait pas le droit. Elle avait tous les droits. C'était son argent. Je me suis levé. Cette réunion est terminée. Heather, nous avons fini. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai marché vers la porte, puis j'ai fait une pause. Encore une chose. Si vous me contactez à nouveau, appel, SMS, vous présentez à mon bureau, je publierai chaque email, chaque document, chaque enregistrement de la façon dont cette famille m'a traité. Tout est légal. Tout est sauvegardé, et tout cela ferait une histoire très intéressante pour la presse économique. J'ai ouvert la porte. La réceptionniste vous accompagnera. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, les regardant se reprendre. 3 personnes qui avaient passé toute ma vie à me faire sentir petite, paraissant elles-mêmes très petites. Mon père s'est levé lentement, comme un vieil homme soudain conscient de son âge. Linda a serré son sac à main comme un bouclier. Marcus m'a regardé avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Non plus du mépris, mais de la peur. Ce n'est pas fini, a dit Marcus. Oui, ça l'est. Je le pensais. Chaque mot. J'ai passé 12 ans à construire une vie dont vous avez essayé de me convaincre que je ne pouvais pas l'avoir. Je l'ai fait sans votre aide, sans votre approbation, sans votre permission, et je continuerai à le faire sans aucun de vous dans ma vie. La lèvre inférieure de Linda tremblait. La performance de la préoccupation maternelle. Heather, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous partageons le sang, Linda. C'est tout ce que nous partageons. J'ai tenu la porte ouverte plus largement. Je ne demande pas d'excuses. Je ne demande pas de réconciliation. Je pose une limite. Ne me contactez plus. Ne me mentionnez pas à vos amis, à vos collègues, à personne. Laissez-moi simplement partir. Richard s'est arrêté devant moi. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. Père et fille, des étrangers qui partagent le même nom de famille. Tu nous détestes vraiment tant que ça, a-t-il demandé, sa voix à peine un murmure. Non, papa. Je ne te déteste pas. C'est ce que tu ne comprends pas. J'ai rencontré son regard fixement. Je n'ai juste plus besoin de toi. Et c'est quelque chose avec lequel tu devras apprendre à vivre. Il n'a pas eu de réponse à cela. Ils sont sortis par le hall, passant devant mes employés qui faisaient soigneusement semblant de ne pas regarder. Les portes vitrées se sont refermées derrière eux. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis remis au travail. D'accord, permettez-moi de faire une autre pause ici. Si vous regardez toujours, tout d'abord, merci. Ce n'est pas facile à raconter, et savoir que vous écoutez signifie plus que vous ne le savez. Si vous pensez que c'est là que l'histoire se termine, ce n'est pas le cas. Les conséquences de cette réunion ont eu des répercussions plus importantes que prévu. Lorsque j'ai envoyé cette lettre de résiliation, je pensais que je posais simplement une limite, que je protégeais ma paix, que je m'éloignais des personnes qui m'avaient blessé. Je n'avais pas anticipé ce qui allait arriver à Yvan Logistique, ni à la réputation de mon père, ni au secret de famille qui allait éclater une fois que les gens commenceraient à parler.
voici ma demande. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à votre propre famille, à vos propres limites, à votre propre valeur, appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide plus que vous ne le savez. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Activez les notifications parce que la fin de cette histoire, elle est compliquée. Elle est désordonnée, et elle m'a appris quelque chose sur la vengeance que je n'attendais pas. Aussi, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire pour me dire, avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille? Était-ce une libération ou un chagrin? Ou peut-être les deux? J'ai lu tous les commentaires de mes histoires précédentes, et ils m'ont aidé à me sentir moins seul dans tout cela. Alors, n'hésitez pas à partager vos pensées. Maintenant, retour à l'histoire. Une semaine après cette confrontation dans mon bureau, j'ai reçu un appel téléphonique de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Quelqu'un qui avait des informations qui ont changé tout ce que je pensais savoir de ma famille et de la raison pour laquelle il m'avait vraiment traité de la sorte. Laissez-moi vous raconter cet appel. L'appelant était mon oncle Robert, le frère cadet de mon père. Robert avait toujours été le mouton noir de la famille Ivan, un artiste, un rêveur, celui qui n'était pas entré dans les affaires. Je ne l'avais pas vu depuis les funérailles de ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'une décennie. Heather, sa voix était plus âgée, plus rauque. J'ai entendu ce qui s'est passé à la fête, au bureau de Richard. La nouvelle circule vite. Petite communauté. Il a fait une pause. Écoute, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années, mais j'étais trop lâche. Je me suis assise lentement. J'écoute. Quand ton père a dit que la famille ne pouvait pas se permettre à la fois tes frais de scolarité et ceux de Marcus, c'était un mensonge. Je sais. Je l'ai compris. Non, tu ne comprends pas. Ce n'était pas juste qu'il y avait de l'argent disponible. Il y avait un fonds spécifique. Ta mère l'a mis en place avant de mourir pour ton éducation. Assez pour couvrir 4 années complètes dans n'importe quelle école du pays. Mon cœur s'est arrêté. Richard l'a vidé. Il l'a utilisé pour le MBA de Marcus, puis il t'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. La voix de Robert s'est brisée. Ta mère voulait que tu aies des choix, Heather. Richard les a volés. La pièce a basculé. J'ai agrippé le bord de mon bureau. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que j'avais peur de Richard. Nous l'étions tous. Robert a expiré. Margaret, ta grand-mère. Elle l'a découvert. C'est pourquoi elle a créé la fiducie pour toi. Elle ne pouvait pas récupérer l'argent de ta mère, mais elle pouvait s'assurer que Richard ne prenne rien d'autre. J'ai pensé à la lettre de grand-mère Margaret. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Elle savait tout le temps. Pourquoi me le dis-tu maintenant, ai-je demandé. Parce qu'il est temps que la vérité éclate. Tout. Il n'avait pas fini. 2 mois après avoir résilié le contrat Méridian, les conséquences sont devenues publiques. Je n'essayais pas de surveiller ce qui arrivait à Ivan Logistique. Honnêtement, j'essayais de passer à autre chose. Mais dans le milieu des affaires du Connecticut, les nouvelles circulent vite, surtout les mauvaises nouvelles. L'entreprise a annoncé une réduction de 20% de ses effectifs. 70 employés licenciés juste avant les vacances. Le communiqué de presse a blâmé les conditions du marché et la restructuration stratégique, mais tout le monde connaissait la vraie histoire. Leur plus grand partenaire de conseil était parti et ils ne pouvaient pas se rétablir. Marcus, à peine 3 mois après avoir pris ses fonctions de PDG, était déjà interrogé par le conseil d'administration. Sa vision de l'avenir s'effondrait sous le poids des ponts brûlés par son père. Richard est sorti de sa retraite pour aider à gérer la crise. La sortie triomphale qu'il avait prévue, l'héritage qu'il avait bâti, s'effilochait, mais le véritable préjudice était porté à leur réputation. La nouvelle s'est répandue. Pas par moi. J'ai gardé le silence. Mais 200 personnes avaient vu mon père humilier sa fille à cette fête. Et quand ces mêmes personnes ont appris que la fille était en fait le partenaire commercial le plus important de son entreprise, les murmures ont commencé. Avez-vous entendu parler de Richard Ivan? Il s'est moqué de sa propre fille. Il s'avère qu'elle maintenait son entreprise à flot. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette famille. Dans les cercles d'affaires du Connecticut, la réputation est tout.
Et celle de Richard s'effritait. Une ancienne collègue m'a dit que lors d'un récent dîner professionnel, Richard était assis seul. Personne ne voulait être associé à l'homme qui avait publiquement renié la fille qui avait secrètement été son pilier. Je n'ai pas ressenti de triomphe en entendant cela. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'étais juste fatigué. Grand-mère Margaret avait eu raison. Parfois, la vérité est une punition suffisante. Je n'avais rien d'autre à faire. La vérité a tout fait d'elle-même. 6 mois plus tard, j'étais assise dans le bureau d'un thérapeute à Beacon Hill. Non pas parce que je m'effondrais, mais parce que j'étais enfin prête à me reconstruire. Vous ne semblez pas être quelqu'un qui a besoin de thérapie, a dit le docteur Patel lors de notre première séance. Tout le monde a besoin de thérapie, ai-je répondu. Je me permets juste enfin de l'admettre. Nous avons parlé de ma famille, des années d'invisibilité, du fardeau de construire le succès en silence, de l'étrange chagrin de rompre les liens avec des personnes qui étaient censées m'aimer. Regrettez-vous ce que vous avez fait, a-t-elle demandé. Non, et je le pensais. Je regrette que cela ait dû arriver, mais je ne regrette pas de m'être protégé. En dehors de la thérapie, ma vie était bonne. Mieux que bonne. Méridian prospérait. Nous avions remplacé le contrat Yvan par 3 clients plus petits, plus diversifiés, plus stables. Daniel a eu une promotion. J'ai embauché 4 nouveaux employés. Nous avons déménagé dans un bureau plus grand avec vue sur le port. J'ai repris contact avec l'oncle Robert. Nous dînions une fois par mois. Il me racontait des histoires sur ma mère, les vraies, pas les versions édulcorées que mon père m'avait données. Elle avait été féroce, apparemment, têtue, une battante. Tu es comme elle, a dit Robert. Elle serait si fière de toi. Je gardais toujours la photo de grand-mère Margaret sur mon bureau. Je visitais sa tombe tous les mois, j'y déposais des fleurs, je lui racontais ma vie. C'était étrange de parler à une pierre tombale, mais aussi guérissant. Je l'ai fait, grand-mère. Je lui ai dit un matin de printemps. Je ne les ai pas laissés me définir. Le vent bruissait à travers les arbres du cimetière. Si j'écoutais attentivement, je pouvais presque entendre sa voix. Je savais que tu le ferais, ma chérie. Je l'ai toujours su. Alors, voici ce que j'ai appris. Si vous voulez la morale de cette histoire, votre valeur n'est pas déterminée par un diplôme. Elle n'est pas déterminée par l'opinion de votre famille. Elle n'est pas déterminée par qui croit en vous ou qui essaie de vous rabaisser. Votre valeur est déterminée par ce que vous construisez quand personne ne regarde, par qui vous devenez quand tout le monde vous ignore, par la vie que vous créez de vos propres mains. Mon père pensait me donner une leçon lors de cette fête de départ à la retraite. Il pensait me remettre à ma place. Ce qu'il a fait en réalité, c'est me libérer. Je ne déteste pas ma famille. C'est la partie que les gens ont du mal à comprendre. La haine prend de l'énergie. La haine est une chaîne. Je préfère dépenser cette énergie pour les gens qui la méritent. Pour un travail en lequel je crois, pour des relations qui me nourrissent. Pour une vie qui est vraiment la mienne. Les limites ne sont pas une vengeance. Elles sont une protection. Elles consistent à dire, c'est là que ma vie commence et que vos dommages s'arrêtent. Si vous faites partie d'une famille qui vous fait vous sentir petit. Si vous avez des gens dans votre vie qui voient votre potentiel comme une menace au lieu d'un cadeau. Si vous avez déjà été la déception familiale, le bouc émissaire, l'invisible. Je vous vois. J'ai été vous. Et je vous promets qu'il y a une vie de l'autre côté de l'éloignement. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'être là. Si cela a résonné en vous, veuillez vous abonner, appuyer sur la cloche de notification, consultez la description pour d'autres histoires comme celle-ci, et rappelez-vous, vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit que vous étiez. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes bien plus. À la prochaine, ici Heather, et je suis enfin libre.